Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 6 mars et à la une de cette édition, troisième jour de mobilisation du côté du centre hospitalier de Mayotte. Ce matin, les grévistes ont reçu le soutien des membres du collectif des citoyens de Mayotte et à l'instar de mercredi, les tensions ont été vives avec les forces de l'ordre. En effet, les grévistes ont bloqué l'accès à l'entrepôt d'approvisionnement et les policiers ont profité d'une rencontre entre représentants syndicaux et le directeur des affaires générales pour débloquer l'accès dans un climat délétère. Paul Arthur Avit et Leslie Vimenet. Depuis hier soir, les grévistes au CHM sont mobilisés pour bloquer l'entrée de l'entrepôt logistique à l'aide notamment de palettes. Les camions d'approvisionnement, de linge ou encore de nourriture n'ont pas pu décharger leurs marchandises. Une action coup de poing pour faire réagir la direction et rencontrer la directrice générale. Il n'y a pas de discussion. Aujourd'hui, on est dans la grève. Il n'y a aucun contact de la directrice, mais au contraire, elle préfère nier toute évidence, tout en sachant qu'il ne s'agit pas que de la DARMT, mais il y a d'autres services qui sont en droit de retrait à l'heure actuelle. Donc, la psychiatrie, donc nous espérions, après ce coup, que la directrice allait répondre à nos revendications et à remettre une discussion avec la présence de l'ARS et du président du conseil de surveillance. Mais comme vous l'avez entendu hier, la directrice de l'ARS a dit qu'il y avait 4 agents. Alors aujourd'hui, je l'invite à voir le dégât que peuvent faire 4 agents. Catherine Barbezieux est actuellement à Paris afin notamment de demander des aides financières supplémentaires et exceptionnelles aux instances nationales de l'Agence nationale de formation hospitalière. Néanmoins, pour le collectif des citoyens de Mayotte, venu soutenir les grévistes, la directrice générale est à l'origine des troubles qui ont lieu actuellement au CHM. Il n'y a pas de ressources humaines à l'hôpital. Il y a une pseudo-directrice de l'hôpital qui essaie de gérer les choses, mais bien entendu à sa manière. C'est une personne qui a du mépris, mais alors du mépris le plus total vis-à-vis des Mahorais et des Mahoraises. Lorsque le personnel s'est mis en mouvement, au lieu d'essayer de calmer le jeu, elle a préféré détourner les talons, demander l'assistance de la police, en n'oubliant pas de préciser qu'il faut les bouger, soit par l'amicalement, soit par la force. C'est ce qui se passe. On n'est pas dupes. Donc on est là, nous, collectif de citoyens de Mayotte, pour porter un soutien inconditionnel au personnel de l'hôpital, comme on l'a fait pour la police récemment. Quand la police a eu besoin de soutenu, nous étions là, nous les avons soutenus. Dans la matinée, les tensions sont montées d'un cran au sein de l'hôpital. En effet, les grévistes se sont rendus devant les bureaux de la direction. Ils ont été reçus par le directeur des affaires générales et pendant ce temps-là, les policiers ont débloqué l'accès à l'entrepôt d'approvisionnement. De quoi provoquer la colère des grévistes qui s'en prennent également au préfet. Depuis le mouvement, quand il a commencé, c'est les forces de l'ordre qui nous répondent à la place de la directrice. Je rappelle juste là que c'est une première depuis que nous faisons des manifestations que les forces de l'ordre sont à l'intérieur de l'hôpital et nous empêchent de manifester. Avant-hier, ils nous ont empêchés de manifester devant le siège de la direction. Aujourd'hui, ils nous empêchent de manifester dans l'hôpital. Voilà ce qu'il en est. Et une pensée aussi pour notre préfet qui accorde beaucoup d'importance à ce que ce dialogue soit rompu d'une manière très définitive. Voilà. Le dialogue semble en effet plus rompu que jamais. La grève va donc se poursuivre la semaine prochaine avec le risque que de nouvelles étapes soient franchies en matière de débordement et de tension. Et politique, dans votre 19h ce matin, nous recevions le président du tribunal administratif, également président du conseil territorial de l'audiovisuel. Gilles Cornevaux est revenu sur la médiatisation des candidats et les règles que les radios et télévisions doivent respecter. Il a ainsi abordé la notion d'équité et les sanctions qu'encourent les médias qui font fi des règles dictées par le CSA. Un sujet avec au montage Leslie Vimenet. À chaque campagne électorale, les radios et télévisions doivent s'organiser en fonction des règles édictées par le CSA. Depuis le 2 février, les médias concernés doivent rendre des comptes, notamment sur le temps accordé à chaque candidat ou groupe politique. Mais plutôt que de parler d'égalité, le Conseil supérieur de l'audiovisuel préfère se ranger derrière la notion d'équité. L'équité audiovisuelle, vous l'avez dit, est un concept inventé par l'autorité de régulation audiovisuelle qu'est le CSA. Car aucun texte, ni la loi de 86, ne font référence à cette notion d'équité.
En effet, comme vous l'avez dit, le code électoral ne prévoit qu'à stricte application du principe d'égalité entre les candidats, notamment et principalement à l'occasion de l'élection présidentielle, pendant la campagne officielle, parce que la notion d'équité apparaît avant la campagne officielle, bien évidemment. Et donc l'évocation de l'équité par le CSA vise en fait à assurer un traitement différencié des candidats qui doit s'apprécier au regard de la représentativité des listes. Et c'est la traduction par le CSA de garantir, bien évidemment, parce que c'est aussi son rôle, l'autonomie éditoriale des chaînes, leur permettant de déterminer elles seules la nature des programmes qu'elles entendent proposer aux auditeurs, aux téléspectateurs. Si le CSA est le gendarme du PAF, les médias gardent une entière liberté sur le type d'émission et le format proposé aux différents candidats. Le but, c'est que la ligne, les programmes, les éditeurs, c'est-à-dire les radios, les télés, puissent organiser proprement et comme elles le souhaitent, leur ligne éditoriale. Ouais. Bon, ce qui veut dire que si jamais vous ne pouvez pas faire, c'est très clair, on l'a déjà vu même au niveau national, si vous mettez 15 personnes autour d'une table pour faire un débat, ça commence à devenir très compliqué. C'est-à-dire c'est totalement inaudible. Ouais. Pour le téléspectateur ou pour l'auditeur. Donc, en fait, les radios, les TV préfèrent couper et scinder en plusieurs parties. Ça, je peux dire, les candidats poids lourds, où on est sûr qu'ils vont faire un pourcentage assez fort pour qu'ils puissent s'exprimer. Mais comme il y a un temps de parole, c'est ça l'équité, on redonne soit dans un second temps de débat, soit, comme vous l'avez fait, une audition individuelle des différents partis ou listes en présence pour pouvoir proposer et présenter leur programme. En cas de manquement aux règles édictées par le CSA, les radios et télévisions encourent des sanctions. Par ailleurs, les candidats ayant été favorisés peuvent eux aussi être sous la menace de sanctions. Si on estime que la radio a trop favorisé un candidat, vous pouvez mettre en danger l'élection du candidat puisque vous apportez à la propagande, vous déviez la campagne. Et d'ailleurs, pas très loin d'ici, dans une île, il y a quelques années, je vous rappelle la jurisprudence Freedom pour les élections régionales où le Conseil d'État a constaté que Radio Freedom avait largement avantagé un des candidats qui avait été élu, d'ailleurs c'était sa propre radio, et a annulé totalement l'élection et a même rendu inéligible le candidat. Donc si vous voulez, il y a quand même une notion de prudence. Il y aura, j'allais dire, puisque vous parliez de gendarme, le gendarme va vous mettre un petit coup de bâton sur la main en disant attention et on vous surveillera de très très près pour les prochaines et il peut y avoir en plus, si vous allez trop loin, une mise en place de sanctions, mais de l'autre côté, c'est le candidat qui risque beaucoup. À noter que les organes de presse écrits et web ne sont pas concernés par ces règles et peuvent ainsi traiter les élections municipales comme ils le souhaitent. Et politique toujours, la France insoumise est assez discrète depuis le début des élections municipales. Néanmoins, le mouvement est bel et bien présent et compte l'emporter par le biais de 3 listes où figurent des candidats de la France insoumise. Je vous propose plutôt d'écouter le porte-parole du parti de Jean-Luc Mélenchon lors de la matinale de Kwesi. C'est très difficile d'avoir des volontaires France Insoumise parce que c'est des gens qui sont porteurs d'un programme mais pas forcément qui ne veulent pas s'exposer à la vie politique. Ouais, ça voilà, ça la démocratie, c'est expliquer son idée politique. Voilà, sur Mamoudzou, nous avons 2 candidats. Oui. Voilà, France Insoumise, et qui sont dans une liste et qui est soutenue officiellement par la France Insoumise. Oui. Voilà, donc nous, sur Mayotte, on a réussi à avoir le soutien pour 3 listes. Vous avez le droit d'en parler, hein, c'est votre temps de parole, donc vous pouvez parler de votre voilà, listes. Donc les 3 listes, en fait, je vais les résumer. Donc c'est Mamoudzou, c'est la liste Mkolo MNT. Oui. Voilà, donc où il y a Mounia et moi-même qui sont candidats dans cette liste. Oui. Après, il y a la liste sur Dzaoudzi l'abattoir avec Omar Simba qui est soutenu par la France Insoumise. Oui. Il faut rappeler qu'Omar Simba a participé à peu près aux 2 présidentielles pour Jean-Luc Mélenchon. Donc nous lui apportons notre soutien. Et après, il y a la liste d'Omar Atoumani Ambriaki à Kanikeli, qui est une liste France Insoumise complète et qui porte un programme complet pour l'avenir en commun. Et il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale, avec notamment une rencontre entre le préfet et le président du conseil départemental, ou encore le CODAF qui mène une nouvelle opération, en mer cette fois, au montage Leslie Vimenet.
Selon le conseil départemental, à plusieurs reprises, le président Sabahattin Ibrahim Ramadani avait fait part au préfet de son souhait qu'une table ronde collégiale soit organisée sur la lutte contre l'insécurité. Il disait sa disponibilité pour contribuer à cette réflexion nécessairement collégiale. Cette démarche a été entendue puisque le préfet et le président du conseil départemental de Mayotte ont longuement échangé ce jeudi 5 mars sur la gestion de la crise, les questions d'insécurité. Ils ont aussi évoqué la question du coronavirus. Un temps collectif avec l'État, le conseil départemental et des associations impliquées sera organisé ce mercredi 11 mars à 9h à l'hémicycle Younoussa Bamana. Le préfet a fait cette proposition à laquelle le département s'associe pleinement. D'autres initiatives seront annoncées lors du temps collectif de ce mercredi 11 mars. Une avancée qui témoigne de la volonté de tous agir concrètement contre l'insécurité et pour la population, indique le département. En début d'année 2018, face à la multiplication des violences, notamment dans les transports scolaires, les transporteurs étaient entrés en grève pour réclamer des solutions rapides et efficaces. Quelques semaines plus tard, l'île était plongée dans 7 semaines de grève générale. Aujourd'hui, les violences se multiplient et le syndicat FO-UNCP a décidé de dire stop. Il écrit ainsi, je cite, « Les délits et agressions de conducteurs, de médiateurs, de contrôleurs et les personnels de la société Matisse exerçant dans le réseau de transport scolaire sont nombreux et cette situation ne peut plus durer. Si rien n'est fait et mis en place dans les prochains jours, notre syndicat n'aura pas d'autre choix que d'appeler un droit de retrait illimité à compter du 16 mars 2020 sur le département. Le syndicat réclame la réhumanisation du transport scolaire, la sécurisation des bus ou encore la présence des forces de l'ordre sur les points sensibles. Dans le cadre du plan d'action décidé au sein du comité opérationnel départemental antifraude, des actions de contrôle visant des activités professionnelles de pêche en mer ont eu lieu mercredi 4 mars 2020 en soirée sur le lagon de Mayotte. Cette opération a permis de contrôler 6 barques de pêche. Plusieurs situations de travail dissimulées et de manquements à la sécurité en mer ont été constatées. Une embarcation et ses occupants ont fait l'objet d'un déboutement et d'une saisie de matériel. Cette entreprise de pêche non déclarée sera poursuivie pour les infractions relevées. L'un des occupants a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire de Mayotte. Le CODAF rappelle que l'exercice de la pêche maritime sous forme lucrative est une profession strictement réglementée. Le CODAF a une nouvelle fois constaté beaucoup d'irrégularités dans ce secteur. Par conséquent, les contrôles vont se renforcer au cours des prochains mois. Et culture, pour clore cette édition, Casia Danse poursuit son laboratoire artistique au Royaume des Fleurs. En effet, après le danseur chorégraphe réunionnais de la compagnie Soul City, Didier Boutiana, c'est au tour d'un chorégraphe malgache de transmettre son savoir aux jeunes Mahorais. Un moyen de faire découvrir et de partager les cultures et arts des différents pays de l'océan Indien. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Le laboratoire artistique poursuit son cours. Durant 3 années, les jeunes danseurs mahorais vont avoir l'occasion de rencontrer et travailler avec des chorégraphes de l'océan Indien. Durant cette première année, 5 ateliers sont organisés avec différents chorégraphes. Ce programme est fait pour accompagner ces jeunes sur 3 étapes qui s'étalent sur 3 ans. Donc ces étapes-là qui continuent toujours. Là, ces jeunes ils sont en train de découvrir, de s'enrichir, de se nourrir, enfin de grandir. Et demain, ce que nous avons comme objectif, c'est de voir des chorégraphes qui ressortent de cette formation qui sont en train d'être organisées chaque fois ici au Royaume des Fleurs. Une volonté de former potentiellement de futurs chorégraphes mahorais. Pour accompagner ceux-ci, le chorégraphe malgache Hariri Andria Moustreri s'est déplacé pour apprendre sa technique et son univers durant 10 jours. Mon univers, ça correspond plus au brassage de point de vue. Ça veut dire, j'avais fait un peu de danse traditionnelle malgache, mais beaucoup de danse qui venait d'Europe. Et surtout, j'ai fait aussi un art martial qui vient de l'Est du globe, ça veut dire de l'Asie. Donc c'est ce mélange-là dans l'idée que ça représente le rythme et aussi l'expression du corps tout en évidence le visible, les non visibles. L'atelier commencé lundi prendra fin le 14. Une restitution sera organisée le soir même pour présenter au public ce que les jeunes danseurs ont pu apprendre au contact du chorégraphe. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouverez votre journal lundi dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellent week-end sur Quizy.